Que fait un ingénieur réseau? À quoi ressemble son quotidien? Quel type d'études faut-il faire pour devenir ingénieur réseau? Et enfin, quels sont les outils physiques, informatiques qu'un ingénieur réseau utilise dans son métier? Aujourd'hui, on va répondre à toutes ces questions avec Charles. Car Charles, il a un parcours complet. Il a commencé en étant câbleur, puis il est devenu ingénieur réseau. Il a donc une expertise de bout en bout. Et si tu ne connais pas le métier d'ingénieur réseau, moi non plus au début de ce podcast, et c'est donc idéal parce que Charles, il va répondre à toutes nos questions avec son expertise et ses anecdotes de terrain. Un grand merci à Charles pour qui c'est le premier podcast, donc je le remercie énormément. Et je compte sur vous les gars pour être bienveillants dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast et à le remercier parce que vraiment c'est très cool pour lui de prendre le temps de m'inviter dans ses bureaux pour qu'on puisse discuter de son métier et partager ça avec vous. Enfin, le chapitrage est dans la description mais aussi en bas de la vidéo YouTube, tu peux passer au chapitre que tu veux. Je te recommande notamment de ne pas rater la partie sur le câblage, le moment où Charles a commencé à aller travailler sur chantier et les leçons à la dure qu'il a apprises là-bas. Bref, vous êtes sur le podcast Discussion d'ingénieur, très bonne écoute à vous. Salut, je m'appelle Charles, j'ai 37 ans, non pardon, 35 ans, je suis vieilli direct. Je suis ingénieur réseau chez Worldline depuis presque 12 ans maintenant. Je suis français et australien aussi depuis 3 ans. Donc tu es ingénieur réseau et télécom. Ouais. Donc comme je t'ai dit avant en off, perso je connais pas du tout. Est-ce que tu pourrais nous raconter une expérience ou une anecdote de ton travail que tu as fait dans les derniers mois, par exemple une petite mission ou quelque chose sur lequel tu as travaillé, un projet d'équipe, pour qu'on puisse toucher un peu du doigt, c'est quoi être ingénieur réseau, sur quoi tu vas être amené à travailler? Ouais, très bien. Dans mon métier, donc, je travaille dans une entreprise qui fait du paiement électronique, donc qui accepte du paiement via carte bancaire, soit in-store, donc en magasin, ou online sur les sites de e-commerce. Et mon métier consiste à offrir des choix de connectivité entre les commerçants et leurs banques. Donc je suis un peu un intermédiaire pour qu'ils puissent accepter du paiement pour leurs clients de façon électronique et que ce paiement puisse transiter de façon sécurisée de chez eux jusqu'à la banque. Ok. Alors, si je vais faire une question vraiment naïve, mais Ouais. est-ce que c'est un peu comme PayPal, mais un autre système de paiement? C'est un peu comme PayPal. C'est un peu D'accord. on est une sorte de PayPal, c'est un peu une sorte de concurrent. Mais nous, PayPal, en fait, tu as besoin d'un compte pour pouvoir payer via PayPal. Ah oui. Sauf que là, dans mon cas, tu rentres directement ton numéro de carte bancaire pour payer Directement. ou présenter ta carte bancaire directement en magasin pour pouvoir payer. C'est ça, c'est un intermédiaire, mais qui va être entre guillemets invisible pour le consommateur, et ça va passer du consommateur ou directement au service. Et donc moi, j'offre un certain catalogue de connexions possibles à mes clients, donc aux commerçants ou à la banque, qui permet de s'interconnecter de façon sécurisée et de façon redondée aussi, ce qui est important, en cas de panne d'un des liens de connexion qu'il pourrait y avoir. Ouais, redondante, on va dupliquer tous les systèmes pour être sûr que c'est comme dans un avion. C'est ça. Si tu as un moteur qui pète, le deuxième, en fait, tu peux atterrir avec un moteur. Là, c'est pareil. Tout est au minimum doublé pour pouvoir avoir un minimum de sécurité en cas de panne d'une des connexions ou d'une panne majeure. Par exemple, ça peut venir d'utiliser 2 opérateurs différents, d'utiliser 2 routes différentes. Ça peut venir de plusieurs options possibles. Genre de routes physiques ou de routes physiques différentes. Par exemple, si c'est un câble qui tirait directement d'un point A à un point B, on peut tirer un autre câble qui va du point A au point B, mais via d'autres routes, via d'autres chemins aussi. Ah, super. Et imaginons que je suis Donc toi, tu travailles principalement avec des commerçants ou avec les banques? Je travaille avec les deux. Okay. Les banques sont plus des partenaires que des clients. D'accord. Et donc si je suis un commerçant et que que j'ai une e-boutique par exemple et que je veux pouvoir avoir des transactions qui se produisent, je viens vers toi et quel type de mission ou de discussion vous pouvez avoir par exemple? C'est surtout, moi je suis surtout sur des gros commerçants, des enseignes qui ont plusieurs franchises ou plusieurs magasins, comme je sais pas, par exemple un magasin de vêtements qui a plusieurs magasins, qui centralise un peu tout son réseau de magasins. Ils viennent vers nous et nous disent j'aimerais avoir tel type de paiement pour aller vers telle banque et telle banque. Et du coup, ils demandent quel type de connectivité ils peuvent avoir. Et moi, je peux leur designer une solution par rapport à notre catalogue.
et leur proposer tel ou tel type de solution en fonction de leurs besoins, de redondance, de sécurité D'accord. Et eux, et de ils savent rapidité. déjà ce qu'ils ont comme besoin de redondance? Parce que perso, En j'imagine. soi, oui, ils ont Ouais? souvent des critères assez précis, donc c'est assez bien. En fait, c'est des équipes techniques du coup qui communiquent entre eux et qui ont dans leur cahier des charges qui disent nous, on veut au moins 2 liens privés pour accéder à vos data centers, on veut tel type de sécurité, on veut tel type de bande passante, donc on veut tant de mégabits pour nos transactions, etc. D'accord. Ah, c'est intéressant, vu que tu es en contact avec des gens qui sont déjà techniques, Ouais. ça doit quand même faciliter le travail en termes de compréhension Ouais. des besoins et. Une fois que les discussions viennent au niveau technique, du coup, on est au même niveau et c'est ça qui est vraiment très bien, je trouve. C'est que j'ai pu, surtout quand j'ai commencé, j'ai communiqué avec beaucoup mes interlocuteurs techniques sur différents clients possibles et on se comprend tous au même niveau. Il y a toujours quelques décalages de temps en temps, des misunderstandings, enfin, des mécompréhensions. Moi, j'adorais ces discussions parce qu'au moins, on se comprend au niveau technique et on sait ce qu'on veut faire et ce qu'on doit atteindre comme objectif. Et on y arrive assez facilement après. Ouais, et tu disais que tu as fait pas mal de choses au départ, et je trouvais que c'était ça qui était assez fou dans ton parcours. On en avait parlé en off un peu, et ça m'intéressait vachement d'en apprendre plus. Tu as commencé non pas par ce qu'on peut appeler un parcours classique pour ingénieur en France, classe préparatoire, etc. Mais au contraire, tu as commencé par quelque chose de plus concret. Ouais. Moi, je trouve que quand je suis arrivé en école d'ingénieur, c'était un peu vraiment, si tu arrives, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et il faut arriver dans le concret. Toi, tu as eu la chance de pouvoir faire autre chose. Donc, tu as fait un DUT réseau et télécom. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur peut-être justement comment est-ce que tu es arrivé là-dedans? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce chemin-là? Comment ça s'est passé? À quoi ça ressemble? Parce que j'en ai aucune idée. Ouais. Alors, au moment du lycée, quand je me demandais ce qu'on voulait faire un peu plus tard, je savais que je voulais travailler dans l'informatique. En orientation, je m'orientais plus vers du conseil en informatique, et puis je ne savais pas trop vraiment quelle branche. Et quand je suis tombé dans la branche réseau et télécom, ça m'a vraiment plu. Enfin, du coup, je me suis dit, c'est vraiment ça dans cette direction que je veux aller. Et tu avais une branche télécom au lycée? Non, en fait, j'ai fait un bac scientifique avec option aux sciences de l'ingénieur. Et il y Ah oui, avait trop un bien. peu d'électronique, il y avait la moitié d'électronique du coup dans l'enseignement. C'était une matière que j'aimais bien et ça se rapproche beaucoup après des télécoms et des réseaux et télécommunications. Et c'est ce qui m'a plu et je me suis dirigé dans ce champ d'application et j'ai toujours presque voulu faire ce métier en soi dès que j'ai eu mon bac en soi. J'avais pas des très très bons résultats au lycée. C'est pour ça que je suis plus parti sur un DUT qu'une classe préparatoire. Et ce qui m'a orienté vers ce choix, c'était parce que je voulais aussi faire de l'alternance Oui, et mettre un pied à l'étrier directement dans l'entreprise pour des questions financières aussi, parce que c'était super avantageux d'avoir ces études payées et d'être aussi payé en même temps, même si, comme j'ai commencé très tôt, j'avais 17 ans et demi, le premier salaire, ils n'étaient vraiment pas mirobolants. Enfin, je crois que mon premier salaire était à 300 euros, je crois. mais tu avais 17 ans et demi. Oui, Donc voilà, déjà, j'avais 17 ans et demi, j'étais chez mes parents, donc c'était vraiment très bien. Mais je voulais faire ça, comme ça me permettait d'avoir une expérience, acquérir une expérience dès le début. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancé. Et après, avec le travail, je savais que je voulais faire une école d'ingénieur. Et il y en avait une qui me plaisait aussi particulièrement, c'est l'ESSIE, qui avait un cursus aussi d'ingénieur réseau et télécom par apprentissage. Et c'est comme ça qu'après j'ai fait mon chemin pour aller après entrer sur concours dans cette école d'ingénieur. c'était classique de faire DUT puis école d'ingénieur. Quand tu dis que tu savais que tu voulais faire ça, c'était vraiment une des options qui C'était une des était. options qui était possible. Alors après, c'était une option qui était moins possible pour faire des grandes écoles d'ingénieurs, telles que X Centrale et les ponts. Mais c'était pas trop je voulais plus me spécialiser vraiment dans l'informatique que d'aller dans une école généraliste. Et comme j'avais vu cette école où le parcours était possible de pouvoir entrer après concours, après un DUT, et je me suis dit autant partir là-dessus, parce que même après mon DUT, j'aurais pu déjà avoir un métier si jamais ça ne marchait pas derrière, si j'avais perdu mon concours ou si je voulais directement rentrer dans la vie professionnelle, j'aurais pu
obtenir un poste de technicien réseau télécom directement. Et puis monter ensuite à partir de là. Ouais. Et toi qui as fait les deux, donc tu as fait DUT puis école d'ingénieur spécialisée, Ouais. La différence entre les deux, est-ce que tu as vu une vraie différence ou c'était plutôt la continuité des études? Comment est-ce que tu as vécu les deux de ton côté? Pour moi, c'était vraiment une continuité des études où j'avais les mêmes enseignements en plus poussé de ce que j'avais fait en DUT et dans un univers un peu élargi, dans le sens où, comme c'est une école d'ingénieur habilitée par la CIT, CTI, je CTI, crois, enfin, Commission d'éthique de ouais, l'ingénieur. c'est ça. CTI, du coup, on avait des cours un peu plus généralistes de mathématiques et d'autres enseignements aussi. Et ça te permettait aussi, comme il y avait des cours de projet, d'apprendre à travailler de façon un peu plus généraliste sur des méthodes de travail d'enseigner en fait, que j'ai appris du coup. D'accord. Et c'est en termes de cours, et après j'aurais une question sur l'alternance, qui est un sujet Ouais. qui est hyper intéressant. En termes de cours concrets, de ce que tu as pu apprendre, est-ce que tu trouves que ce que tu as appris en école et au DUT, ça correspondait ensuite au métier, ou est-ce que vraiment il y avait un gros décalage? Je pose la question notamment parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui font classe préparatoire, qui arrivent en école, qui est généraliste, et qui là peuvent avoir, dans la première année, il est courant d'avoir un petit coup de mood ou un gros moral, parce Ouais. que tu travailles moins qu'en prépa, où forcément tu travailles le plus que tu peux travailler de ta vie quasiment, donc forcément tu travailles moins. Mais surtout, les cours sont un peu encore détachés en première année de ce qu'on peut avoir dans le milieu du travail. Et moi, je sais qu'en spécialisation, c'était cool, parce que j'ai fait des trucs qui étaient vraiment liés au travail ensuite. Mais les premières années, j'étais là, bon, c'est bien, mais c'est toujours un peu déconnecté. Est-ce que toi, au contraire, tu trouvais que c'était vachement lié Moi, au métier? j'étais directement dans le bain. Enfin, en général, c'est comme j'apprenais le métier en même temps quand j'étais en entreprise. Quand je venais en cours ou inversement, enfin, les cours que j'avais parfois étaient directement liés à ce que je faisais et j'apprenais parfois la théorie, la pratique avant la théorie et quand c'était l'inverse, c'était cool aussi parce que je disais, ça c'est donc à ça que ça sert pratiquement de façon pratique pour après continuer. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est vraiment le truc que j'ai adoré dans mes études, c'est d'avoir vraiment une utilité vraiment concrète de ce que tu apprends. Ça n'a pas été le cas pour tout parce que je n'ai pas beaucoup fait de télécom dans ma carrière professionnelle. Mais en tout ce qui est en réseau et tous les ateliers qu'on a pu faire en cours et que j'ai pu après appliquer derrière dans la vie professionnelle, ça m'était très bénéfique et j'ai vraiment adoré cette partie-là parce que c'est ce que j'aime aussi dans cette partie de mon métier, c'est qu'il y a une réponse immédiate dans le sens où ça marche ou ça marche pas dans les configurations qu'on fait. Ouais. Et moi j'aime bien cette partie rewarding où tu as la récompense tout de suite de ton travail, où ça fonctionne et tu dis ça a vraiment servi à ce que j'ai voulu faire. Oui, si c'est un objectif pour le client. Tu aurais un exemple de mission que tu as pu faire au début quand tu étais en alternance où justement tu as appris sur le tas et que tu as vraiment aimé, potentiellement que tu as vu la théorie ensuite, ou est-ce que quelque chose qui t'a vraiment marqué quand tu étais plus jeune? Si j'ai réfléchi, c'était peut-être une installation d'équipement réseau qu'on avait fait peut-être en TD, en cours, et que j'ai pu appliquer directement en entreprise. Enfin, c'était des basiques de sécurité, de mettre certains mots de passe ou des basiques sur un équipement. En fait, il y a un certain protocole à mettre pour pas que tout le monde puisse accéder à cet équipement, etc. Et je l'apprenais en cours, par exemple. Quand je suis allé en entreprise un mois après, on m'a dit, faudrait que tu configures tel équipement et du coup, voici notre protocole de sécurité. Donc, il faudrait que tu l'appliques aussi exactement pareil et il m'expliquait après derrière, mes collègues expliquaient donc ça, mettre tel mot de passe, ça sert ou telle ligne de configuration, ça sert à se protéger par rapport à tel type d'attaque, etc. Pour pouvoir empêcher certaines personnes de pouvoir se connecter à cet équipement, ou telle ligne de configuration permet à l'équipement de se connecter au serveur de temps, par exemple, pour récupérer toutes ces et synchroniser son horloge, etc. Et c'était vraiment un truc que j'ai vraiment apprécié, où j'ai dit c'est vraiment ce que j'ai appris en cours et qui marche vraiment dans la vie professionnelle. C'est cool. Et typiquement, un équipement que tu veux configurer comme ça, tu utilises quoi comme outil ou comme langage potentiellement pour communiquer avec? En fait, dans le monde des réseaux, il y a quelques marques qui se distinguent beaucoup, comme Cisco,
qui est un énorme constructeur américain. Il y a Juniper, et en fait, c'est des langages qui se ressemblent un petit peu de configuration, mais qui sont légèrement différents. Mais par contre, l'outil principal que j'utilise dans ma vie de tous les jours, c'est le terminal. Enfin, j'utilise beaucoup Linux dans mon métier. C'est le terminal pour configurer des équipements en ligne de code directement. Et j'essaie de ne pas trop utiliser les interfaces graphiques parce que je n'ai pas vraiment appris à les utiliser non plus. Et je gagne plus de temps à utiliser du terminal. Et surtout, en ce moment, on fait beaucoup d'automatisation pour ne plus avoir à faire de configuration à la main et pour s'éviter des erreurs et des erreurs humaines pour pouvoir vérifier son code. Ah, c'est intéressant. Je propose qu'on repasse sur l'automatisation ensuite, parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi, que je fais dans un domaine totalement différent. Donc ça m'intéresse de voir un peu ce que tu fais. Pour finir sur l'apprentissage, il y a beaucoup d'étudiants qui se posent des questions par rapport à ça, parce que c'est malheureusement, à mon avis, pas assez mis en valeur en France. Quand tu es en école, je sais qu'au lycée, on me disait l'apprentissage, c'est mieux si tu fais 100, etc. Alors que je trouve que, c'est peut-être le point de vue anglo-saxon, mais une fois que tu es dans le monde du travail, ou que tu cherches à te faire recruter, quand tu as commencé un apprentissage, tu sors d'école, tu as 5 ans d'expérience, alors que moi je sors d'école, j'ai 1 an de stage parce que j'ai fait une césure, mais c'est tout. Et en fait, c'est beaucoup plus valorisé, apprécié les entreprises d'avoir fait l'apprentissage. Donc je trouve que perso, je ne vois aucun inconvénient, à part peut-être de ne pas avoir le temps de faire des associations en école. Mais à part toi, t'en penses quoi vu que tu l'as fait? Moi, je recommande absolument l'apprentissage. Enfin, l'expérience que j'en ai eue et tous ceux avec qui j'étais qui ont fait l'apprentissage ont vraiment on a un peu le même ressenti où c'était vraiment une expérience d'avoir pu mettre le pied dans l'entreprise. Ça te permet de gagner énormément de temps sur apprendre les codes de l'entreprise, comment fonctionne une entreprise, sur tout ce qui est question budgétaire ou plus général. Et même derrière, ça permet d'acquérir de l'expérience directement professionnelle sur le sujet sur lequel on va travailler. Ce qui est énorme par rapport à un étudiant, j'ai trouvé, par rapport à un étudiant qui sortait d'école après avoir fait 1 an, juste 2 fois peut-être 6 mois de stage, qui a peut-être récupéré un peu d'expérience, mais je trouve que ça ne suffit pas par rapport à une entreprise où laquelle on a commencé à fonder des liens, ou avoir plus de contacts. Donc plus, il n'y a pas d'inconvénients Ah si, par contre, c'est ce que dans les inconvénients, c'est vrai que dans les études, on avait de la chance d'avoir des périodes relativement longues d'apprentissage où c'était 1 mois, D'accord. à peu près. Ah oui, 1 mois d'études, 1 mois d'études, un mois d'entreprise, 1 mois d'études. C'était plutôt bien pour la partie entreprise parce que ça vraiment permet d'intégrer vraiment un projet sans vraiment d'avoir de coupure. Avec le recul, je pense que si c'était 3 jours, 2 jours, je pense que ça l'aurait fait. À l'époque, je m'étais dit que c'était pas terrible. Et là, je pense que ça permet aussi de garder un contact tout le temps, en fait, avec soit l'entreprise, soit les études. C'est vrai que, par contre, dans les études, j'ai quasiment jamais participé à la vie étudiante. J'ai pas été dans les associations, mais par contre, quand il y avait des soirées étudiantes, on avait pu en faire quand on était là, par exemple, et ça, c'était vraiment très cool. Mais par exemple, tout ce qui était semaine d'élection du BDE, on a eu la chance d'être en cours à ces époques et c'était vraiment des semaines incroyables où j'ai vraiment adoré cette période où c'était vraiment une de mes meilleurs souvenirs d'études que j'ai eu à chaque fois. Cool. C'était vraiment cool. Et le fait qu'on soit payé aussi, et là par contre c'était un énorme avantage par rapport aux autres étudiants. Et puis surtout, tu es payé et tu ne payes pas tes études. Ouais, c'est ça. Ça, c'est incroyable. Ouais. Ça, c'était vraiment exceptionnel d'avoir sa fiche de paye. Bon, c'est presque payer des impôts, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'était vraiment très bien. Ça fait plaisir à entendre. C'est cool que ça soit bien goupillé au niveau des périodes pour les semaines BDE, etc. Mais au final, il y a quand même des activités à plusieurs moments de l'année. Donc même si tu es en alternance, tu vas être là pour une partie. Et j'ai trouvé, dans les dernières années, qu'il y avait plus d'offres. Mais moi, j'avais galéré un peu à trouver des entreprises qui voulaient me recruter en tant qu'alternant parce que ce n'était pas vraiment mis en valeur il y a de ça 15 ans, je crois, maintenant. Ouais. Mais maintenant, j'ai trouvé qu'il y a de plus en plus d'alternants et tout. Et moi, ce qui m'avait marqué, c'était quand j'avais fait mon DUT en alternance aussi, c'est que le patron qui m'avait employé, au début, était réticent
Et après, il en a pris plein d'autres. Il en a pris plein d'autres parce qu'il avait adoré le concept. C'est quelqu'un qui est là moins longtemps, mais qui est aussi beaucoup moins cher. Et ça qui, en aussi. plus, et au final, est super motivé. Donc, Ouais. donc tu commences par en alternance, tu fais 2 ans DUT, 3 ans d'école d'ingénieur. Et ensuite, tu commences à Extia, c'est ça? C'est une boîte en France. Donc là, on va revenir un peu sur le parcours. Comment est-ce que tu en es arrivé à 10, 12 ans plus tard à être en Australie? Tu commences à Extia. Comment ça se passe? C'était la boîte dans laquelle tu étais en alternance à l'époque? Tu as trouvé ailleurs? Comment ça s'est passé pour toi ce début de carrière? Alors, ma carrière s'est surtout faite grâce à pas mal de réseaux, de networking aussi. Ok. En DUT, j'ai commencé dans une entreprise de câblage, réseau et télécom, et qui faisait aussi pas mal de chantiers sur des grands buildings d'entreprise et qui faisait du câblage soit Internet, soit d'alarme incendie, etc., de téléphonie. Cette première entreprise a déposé le bilan au bout de 2 mois. Ah, ok. Mais ils ont su me donner contact avec une autre entreprise qui faisait du câblage principalement pour un opérateur de câbles qui était Numéricable à l'époque. Je crois que ça a été racheté par SFR il y a quelques années. Et du coup, je faisais du câblage pour eux, pour Numéricable. Ok. Et une fois que j'ai voulu aller en école d'ingénieur, où je cherchais aussi un contrat en apprentissage, comme j'étais déjà dans les bureaux de Numéricable de temps en temps et que je discutais souvent avec leurs ingénieurs aussi qui nous donnaient du travail, je leur ai demandé si je ne cherche pas un apprenti ou machin. Et c'est comme ça que j'ai aussi trouvé après derrière, que j'ai réussi à trouver derrière via ces contacts-là un contrat d'apprentissage avec eux. Et après, une fois que cette alternance a terminé avec Numéricable pendant ces 3 ans d'école d'ingénieur, ils ne voulaient pas me recruter après pour des questions budgétaires. Ouais. Du coup, j'ai cherché un peu ailleurs et je suis tombé sur Extia, qui était une SS2I à l'époque, qui est une société de services informatiques, je ne sais plus le truc, Oui. qui recrute principalement des ingénieurs pour faire du conseil dans d'autres entreprises. Donc, c'était exactement ce que je voulais faire depuis le début. Et ils m'ont envoyé en mission chez Ingenico au début. Et ce qui est étonnant, c'est que quand j'ai passé mon entretien, je suis tombé sur une personne, sur un des ingénieurs avec qui je bossais chez Numéricable. Comment réussir un entretien C'est cool. J'ai pas eu mon entretien directement avec cette personne, mais ça, je pense que ça a aussi aidé après pour être accepté dans la mission parce qu'ils savaient comment je travaillais et que derrière. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui peut faire le travail. Et si quelqu'un dit non, mais j'ai vu faire, il est bon. C'est ça. Ou il peut apprendre vite, ça fait la différence. Exactement. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri chez Extia, où après j'ai passé ma mission chez Ingenico pendant 1 an et demi ou 2 ans, je crois. Et en fait, Ingenico a voulu me recruter au bout de 6 mois. Et en fait, ça a pris un peu de temps avant de faire les papiers. Et du coup, 1 an et demi quand même. J'ai été embauché, ça, 1 an et demi. Ça a pris 1 an. Ouais. Okay. Le temps parce qu'il y avait une clause de non-sollicitation du personnel. Oui. Enfin, c'était un peu plus compliqué. Normalement, ils n'auraient pas pu me débaucher aussi facilement, en fait. Ok. Au départ, tu as commencé donc, sur du câblage, juste pour revenir sur ça, et ensuite la différence avec les missions que tu as fait en conseil. Quand tu dis câblage de bâtiment, c'était toi qui physiquement allais mettre les câbles Je suis allé vraiment des couches les plus basses de mon métier jusqu'à après monter un peu plus haut. Ouais. Mais au début, c'est ça, je faisais des câbles Ethernet et tout. Vu que c'est des buildings, c'est grand comment par exemple? Enfin, ça peut prendre combien de temps de câbler un building Moi, c'était je travaillais sur chaque étage par exemple de building, mais c'était par exemple préparer tous les câbles à passer pour chaque poste d'ordinateur qui allait potentiellement être présent. C'était du coup tirer des énormes torrents de câbles avec plein de câbles Ethernet à l'intérieur, après les mettre sur les prises, faire les prises. C'était vraiment un truc très basique, mais ça m'a appris vraiment beaucoup de choses, enfin surtout se lever tôt pour aller au chantier, travailler avec différents corps de métier aussi qui étaient présents sur le chantier aussi en même temps, parce que on n'était pas tout le temps tout seul à être libre. Quand il y avait le menuisier, l'électricien, le plombier qui passaient en même temps, il fallait coordonner tout le monde pour qu'ils puissent... tout puisse marcher ensemble, et c'est comme ça après que j'ai compris comment les métiers aussi fonctionnaient, et
avec qui tu pouvais t'entendre, comment marcher, enfin comment l'entreprise fonctionnait à ce niveau-là. Et surtout quand notre patron nous donnait des missions, dire vous allez aller sur tel chantier, vous allez faire tel truc, ça nous donnait des idées sur les deadlines, les trucs qu'il préparait en amont. Ça prend combien de temps un chantier comme ça, si tu dois faire un étage par exemple? C'est plutôt une journée, une semaine, un mois? C'était un mois, je dirais. Enfin, moi, à chaque fois quand j'étais en mission, j'étais sur par exemple, sur tel projet, par exemple, tel bâtiment. On nous envoyait à deux, trois techniciens et on était là pour câbler après toute la journée. C'est fou. Et tu as des exemples tu disais, tu as appris à travailler avec les autres métiers. Ouais. Je vois un peu de quoi tu parles parce que moi j'étais sur chantier de construction au départ, d'abord pétrole et ensuite construction de tunnels ici. Les gens dans les métiers physiques, on va dire, les relations sont différentes de ce qu'on va voir dans un office corporate. C'est totalement différent. Tu as des dans anecdotes le sens ou des exemples où je trouve que la parole est plus libérée, les gens s'énervent peut-être plus facilement sur les chantiers. Je me souviens de quelques anecdotes et surtout des enseignements qu'on m'a appris en fait, à ce moment-là. C'était ne jamais prêter ses outils, par exemple. Parce que après tu ne les retrouvais jamais. C'était ça, c'était faire attention quand il y avait le menu exé qui travaillait, à pas rester vraiment à côté pour pas se prendre des éclats ou des machins. Et c'était vraiment des cas très basiques et très concrets, mais du coup qui t'apprenaient vraiment beaucoup. Et moi je me rappelle aussi un des enseignements que me disait mon chef de chantier en soi. À chaque fois que j'avais une question sur un truc qui, si j'avais réfléchi vraiment quelques minutes, j'aurais pu le faire tout seul. Et quand je venais vers lui, il me disait démarre-toi. J'ai pas le temps, démerde-toi. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça m'a vraiment appris à chercher mes solutions un peu par moi-même dès le début et essayer tout ce que je pouvais pour essayer de trouver une solution à mon problème. Et si vraiment j'étais en galère et que j'y arrivais plus, j'avais au moins 2-3 types de solutions que j'avais essayées pour résoudre mon problème. Et il me disait ok, j'ai vu que tu as essayé, là, ça marche pas, ça marche pas, mais bon, tu peux. Non, c'est tellement vrai. Si tu arrives avec un problème, on a un problème, mais c'est pas le problème. Le problème, oui, voilà, c'est toi. Ton approche par rapport au problème et le problème. Et pour les outils, c'est tellement vrai. Je savais pas ça au début non plus, puis après j'ai compris très rapidement. Moi, j'étais un peu geek, donc c'était pas forcément apprécié, mais je mettais mon nom sur mes outils. Ouais. Tu sais, au scotch, machin. Ouais. Et il n'y a pas de souci, mais il s'appelle Revient. Et tu sais, genre, tu donnais l'outil avec le nom qui est vraiment écrit dessus. D'accord. Là, il revenait un peu plus, mais au moins c'était plus simple à récupérer. En mode, tu sais, tu le vois sur la table d'un autre voisin, tu sais pas comment c'est trouvé. Mais est-ce que c'est le tien ou pas, tu sais pas. Et là, si, c'est le mien. Ouais. Et mes initiales gravées dessus. J'ai compris après que j'ai perdu 2-3 pinces coupantes comme ça et que mon chef m'a dit non mais je t'en file plus des pinces coupantes maintenant. Du coup je fais ok, je comprends. T'avais les belts aussi ou j'avais pas de belt, mais j'avais mes outils, c'était principalement des pinces coupantes, des serre-câbles, mais j'avais tout dans mes poches. J'avais une bonne trousse à outils aussi. Ouais, moi j'imagine. Petite pause, si vous aimez ce podcast, que ça vous intéresse et que vous voulez soutenir mon travail, il y a une chose que je vous demande, ce serait de pouvoir mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast comme Spotify ou mettre un like sur YouTube. Ça a l'air de rien, mais c'est gratuit et ça aide énormément le podcast à se développer, à être connu par d'autres personnes et à gagner aussi en crédibilité pour que je puisse contacter des plus grosses entreprises et faire des belles collaborations. Voilà, merci beaucoup, bonne écoute, on reprend. Bon, c'est cool. Donc, tu es passé de ça où tu étais vraiment à comprendre le vrai métier, ce qui se passe réellement. Oui, avoir une réalité de terrain. Et après, derrière, quand je suis allé chez Numéricable aussi, derrière, je demandais à des câbleurs de câbler d'un point A à un point B tel ou tel data center. Et du coup, je comprenais vraiment ce qu'ils devaient faire, ou combien de temps ça allait prendre et quelles difficultés ils auraient pu avoir sur le terrain aussi en plus. Et justement, tu comprends ça. Et c'est quoi le métier que tu vas faire exactement une fois que tu arrives en mission chez Ingenico? Sur quel type de projet tu peux être amené, enfin quel type de problématique on va te soumettre et auquel tu vas pouvoir répondre? Là, c'était par rapport à ça, c'était un peu différent chez Ingenico où j'étais vraiment pour un poste d'ingénieur réseau et sécurité. Du coup, c'était faire des ouvertures de flux sur des firewalls, créer des interconnexions avec des clients ou des banques.
et résoudre des incidents s'il y en avait. Ok. Sur un poste de support, et surtout plus sur des équipements réseau et informatique, quoi, dans des data centers. Et donc là, par exemple, j'imagine ma vision du job, donc je vais te dire ce que j'imagine et j'aimerais bien voir la réalité, quoi. Ouais. Tu vas arriver dans un data center, donc il y a sûrement plein de dashboards partout avec une liste d'équipements et leur statut, on va dire. Et toi, soit tu dois en ajouter certains là-dedans et donc il faut faire tout le paramétrage, la configuration, soit il va y avoir des petites croix rouges, des indicateurs qui disent attention, on a un problème ici, il faut aller investiguer via justement ton terminal Linux, tu vas faire des queries ou tu vas y voir physiquement. C'est ça. Tu vas demander à quelqu'un d'aller voir physiquement Soit je suis capable de faire les deux, mais en soi, maintenant mon but c'est de rester le plus possible devant mon ordinateur et de ne plus aller sur place, même si de temps en temps je dois le faire. Moi, ça c'est installer des équipements réseau pour pouvoir faire communiquer d'autres équipements entre eux, comme des serveurs, d'autres routeurs, des équipements de base de données, etc. Et de développer aussi une sorte de système de monitoring pour voir si telle ou telle connexion ne marche plus, pouvoir se connecter à l'équipement, investiguer, voir qu'est-ce qui ne se passe pas, si c'est un câble qui ne marche pas, si c'est des protocoles qui ne marchent pas pour telle ou telle raison. Et du coup, c'est un peu ça, tout ce qui est la partie investigation sur un incident. Et cette partie d'investigation en pratique, ça ressemble à quoi? Parce que moi j'imagine alors pour vraiment faire un truc hyper basique, mais c'est comme si tu faisais des pings à différents endroits. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ce qui se passe dans le monitoring. Soit tu as un peu des pings un peu à divers endroits qui envoient des pings en continu et qui détectent s'il y a une latence ou s'il y a une perte de connexion à tel moment. Et souvent, ça s'explique par exemple, de façon très basique, soit il y a un chantier en cours, il y a un coup de pelleteuse sur une fibre, ce qui arrive assez souvent aussi. Et du coup, moi, potentiellement, je n'ai pas grand-chose à faire à part contacter l'opérateur qui me livre sa fibre et qui doit aller sur place réparer la fibre et la ressouder. Ce que j'ai fait aussi dans ma jeunesse. C'est trop cool de se dire que tu sais vraiment tout de bout en bout. Ouais, et soit ça, soit c'est par exemple quand je monte des tunnels IPsec entre un firewall et un partenaire, par exemple. Parfois, il y a des négociations qui se passent mal et il faut contacter le partenaire pour dire non, mais j'ai vu que tel paramètre n'était pas passé, il faudrait qu'on reconfigure notre tunnel pour que ça tombe plus. Tu dis des négociations sont mal passées? Les négociations de tunnel, en fait, quand tu montes C'est quoi une négociation? En fait, quand tu montes un tunnel IPsec entre deux équipements, okay. Il y a certains paramètres de chiffrement en fait, qui sont à mettre en place. Ouais. Et si la configuration n'est pas carrée des deux côtés, c'est pas la même des deux côtés, la négociation parfois se fait pas. Ou s'il y a par exemple un glitch dans l'interconnexion entre les deux, parfois le tunnel peut bagoter ou ne plus fonctionner correctement. Et c'est des trucs à investiguer avec l'autre partie aussi. D'accord, donc la négociation, en fait, c'est le lien entre les deux. Ouais, c'est une négociation chiffrée, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est une négociation. C'est parce que c'est pour monter un tunnel chiffré, un tunnel VPN, tu es obligé d'accorder le niveau de chiffrement des deux équipements pour pouvoir... donc c'est ça qu'on appelle une négociation, en fait, entre les deux eux-mêmes. Et si c'est mal paramétré, ils vont faire un truc qui va faire qu'il y a un petit gap quelque part. Ok. Ça, tu fais ça pendant 2 ans avec Extia, puis après, tu étais déjà en mission pour Ingenico, tu travaillais 2 ans pour eux. Comment tu te retrouves en Australie au bout de tout ça? Parce que là, tu étais gentiment en train de travailler en France, si je comprends bien, tout heureux. Tu as toujours voulu venir en Australie et c'est pour tu leur as demandé et ils t'ont envoyé, ou bien c'était un hasard? Comment? Alors moi, j'ai toujours rêvé d'aller en Australie depuis que j'ai 6 ans, je crois. Ok. Mais c'était un rêve juste au moins de visiter et j'ai pas eu spécialement envie de venir m'expatrier ici précisément, mais j'ai toujours ce rêve-là d'aller à l'autre bout de la planète, voir des kangourous, des koalas et toute autre faune. Mais ce qui m'avait plu quand j'avais fait mon entretien chez Ingenico, c'est qu'ils m'avaient dit qu'ils avaient aussi des data centers à New York et à Sydney en Australie.
Et du coup, moi, ça m'avait tilté. Je fais, j'adorerais aller à moins là-bas. Et pour moi, je m'étais fixé comme objectif d'aller au moins visiter les data centers. Soit New York, j'y suis allé 2 fois, je crois. Trop bien. Et Sydney, j'y étais jamais allé. Et c'était loin. Il y avait déjà un ingénieur sur place. Et c'était peut-être. On m'a fait la proposition en décembre 2013, donc 9 mois après avoir été embauché, je crois. Mon manager me demande si ça me plairait d'aller en Australie, autour d'une bière un vendredi soir. J'ai fait oui, carrément, je suis chaud, mais ça dépend combien de temps et tout. Il me propose si ça te dirait d'y aller 3 ans, qu'on te fasse un contrat là-bas pour que tu puisses développer un peu. Parce que l'ingénieur qui était sur place ici, ça ne se passait pas très très bien. Et du coup, je devais un peu le chaperonner pour qu'on puisse après avoir un support un peu follow the sun. Dès que les paiements électroniques, c'est 24/7, c'est bien d'avoir une équipe support qui soit un peu présente dans plusieurs time zones. Et du coup, on m'avait proposé ça. Ça a pris un peu de temps avant de se faire parce que j'étais un peu trop efficace, je crois, en France. Et certains me mettaient des bâtons dans les roues pour que je ne puisse pas trop y aller. Mais les RH, au final, après, quand j'ai eu des discussions avec les RH et tout, ça a pris un peu de temps. Mais j'ai pu finalement venir en Australie en mai 2015. Donc entre décembre 2013 et mai 2015, ça a pris un peu de temps. Mais c'est via une expatriation et un contrat sponsorisé, un visa sponsorisé que j'ai pu venir en Australie après derrière. Et j'étais très content. Première année, c'était pas spécialement facile. Vous étiez que 2 à ce moment-là alors? Parce qu'il y avait que l'ingénieur et toi, ou il y avait quand même d'autres personnes autour, une structure autour? L'ingénieur s'est fait virer 1 mois avant que je parte. Parce qu'il avait fait 2-3 conneries. Il a mis des coups de pelle dans les câbles alors. Ouais. Et après, du coup, je suis arrivé, mais j'étais tout seul. Et en fait, au final, je suis toujours resté tout seul pour l'instant ici. Mais tout seul en tant qu'ingénieur, parce que là, tu es dans un bureau. Ouais, en tant qu'ingénieur réseau, je suis le seul ici sur place. D'accord. Après, il y en a d'autres spécialités. Mais j'imagine que les autres personnes qui travaillent ici, c'est du support, c'est des services Il y a clients, du dev, un peu de sales, des responsables produits, etc. Mais tout ce qui est partie technique ici, c'est moi partie réseau, et on a une autre équipe aussi plus partie système et infrastructure aussi. Il y a ça. Mais on partage tout le travail aussi avec l'Europe, où je travaille énormément avec. Et toutes les équipes principalement sont en Europe, à Paris, à Bruxelles et à Amsterdam. Et c'est surtout avec eux que je travaille beaucoup en fait. Et je m'occupe toujours de la partie support en Europe et en Australie. Mais au moins j'ai une présence sur place en Australie aussi. D'accord. Donc j'imagine que tu vas être le premier point de contact s'il y a un accident majeur ici par exemple, parce que tu seras réveillé tout simplement. Ça. Et ensuite vous êtes plusieurs équipes qui travaillent en commun pour gérer et mutualiser tout ce qui est automatisation, paramétrage, configuration, best practice. Et tu es toujours en contact régulier avec la France alors? Tous les jours. Ah oui, ok. Tous les jours, et du coup c'est plus facile en hiver australien, donc de avril à octobre, parce que le décalage horaire est moins important. Quand il est 17h ici, il commence à être 9h du matin en France, du coup le handover est plus facile pour communiquer entre trucs. Mais sinon en été ici, du coup entre octobre et avril, je décale un peu mes journées pour pouvoir, je commence un peu plus tard et je finis plus tard aussi pour pouvoir être en communication avec eux. Parce que sinon, j'ai pas trop d'interaction. Sinon, je reste tout seul dans mon île. Ouais, non, mais j'imagine. Ok, donc c'est fou. Et en termes d'évolution du travail en lui-même, vu que tu es resté dans la même entreprise, mais que ça a grandi et que sûrement les projets ont évolué aussi, comment ça a évolué justement de ton côté? Est-ce que tu as vu une différence? Enfin, comment est-ce que ça a évolué ton travail en tant que tel? Est-ce que tu as pris en responsabilité ou en termes de scope peut-être? Tu nous as dit que là, tu es l'ingénieur principal sur place, donc déjà en termes d'autonomie, ils font totalement confiance, j'imagine. Ouais. Comment ça a évolué ton travail sur les dernières années là? Ouais, ça. Donc moi, je suis entièrement autonome sur ce que je fais et sur les projets sur lesquels je travaille. Donc ça demande vraiment un gros travail sur soi, où il faut vraiment être toujours un peu motivé pour pouvoir travailler sur ces projets. Mais ce que j'ai beaucoup aimé chez Ingenico à la base, c'était qu'on était une entreprise avec un très fort background technique, où les gens qui sont dans mon département
plus globalement, pas qu'au niveau réseau, mais ils sont très forts techniquement et ils sont très bons un peu partout et ils sont très engagés aussi. Enfin, ils adorent ce qu'ils font et ça, c'est vraiment, quand on travaille avec des passionnés, c'est vraiment agréable parce que ça motive encore plus. Et moi, j'ai énormément appris avec tous ces gens aussi et qui sont fous de travail aussi. Enfin, c'est vraiment beau à voir en fait. J'ai vraiment adoré cette partie-là. Et c'est une entreprise qui techniquement évoluait tout le temps avec les dernières, en essayant d'adopter les dernières innovations technologiques aussi. C'est pour ça que je suis resté, je reste aussi longtemps dans une entreprise sans avoir changé, parce qu'on était tout le temps en constante évolution et en amélioration soit des processus ou soit des technologies qu'on utilisait, etc. Et donc ouais, les scopes ont grandi de plus en plus, jusqu'à surtout l'année dernière en Australie, où on a monté 3 nouveaux data centers dans un temps assez rapide, en quelques mois à peine. Et on les a développés pour les mettre en production genre au bout de 3 à 6 mois. Et ça consiste en... Alors, je dis monter un data center, tu vois, je connais les différents mots, mais je me dis, Ouais. ça consiste en quoi de monter un... C'est-à-dire que tout organisé, c'est... C'est achat du matériel aussi. Avec le Covid, l'achat du matériel, ça a pris plus de temps que prévu. Mais c'était achat de matériel, choix du matériel, de l'architecture, de comment ça va être mis en œuvre, quel prestataire on va utiliser. Après, choisir quel data center, choisir quel type, parce que du coup, moi, je fais des interconnexions, quels opérateurs je vais utiliser, quel opérateur de backbone, donc ce qui fait la liaison entre les data centers, je vais utiliser, comment je vais redonder ces connexions aussi, utiliser d'autres opérateurs ou d'autres liens, d'autres chemins. Puis après, c'est monter physiquement tous les serveurs, tous les routeurs, firewall, etc. Les configurer, prévoir un peu tout ce qui est partie stack d'automatisation, etc. Et ça allait assez vite parce que du coup, on essaie maintenant d'avoir énormément de vélocité dans ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir monter des trucs très rapidement et en utilisant aussi beaucoup d'automatisation. Et c'est aussi parce que je travaille aussi avec des très bons collègues aussi et qui savent aussi très bien ce qu'ils font. Donc tout est interne, même le fait de monter, par exemple. Parce que du coup, nous, on a monté notre propre cloud privé, du coup, qui ressemble un peu à un AWS ou un Google Cloud Platform aussi, mais qu'on utilise tout de façon interne pour pouvoir utiliser nos produits. Après, on a toujours des interconnexions avec les clouds publics, mais le but, c'est de passer à un cloud privé en interne qui est géré localement. Côté automatisation, ça ressemble à quoi en fait ce que vous faites comme automatisation de votre côté parce que vu ce qu'on a dit, moi je comprends, il y a un système de monitoring de ping pour voir ce qui va, après on peut tester, voir ce qui ne va pas. Et c'est automatiser ces séquences-là par type de connexion que vous avez ou il y a d'autres choses qui sont quand même plus fondamentales que vous automatisez? En concret, ça ressemble à quoi pour toi typiquement? Pour moi, dans mon travail de tous les jours, c'est surtout de l'automatisation de génération de configuration d'équipements réseau par rapport à un fichier de données qu'on lui donne. Et du coup, il va générer automatiquement une configuration à mettre en place sur les équipements. Mais ça va de ça à... Ça, c'est pour la partie réseau qu'on utilise actuellement. Mais ça va de ça à automatiser tout ce qui est, par exemple, on a tel produit à lancer pour faire du paiement. Et on a besoin de tant de machines virtuelles à lancer. Donc, il y a juste principalement, c'est créer un fichier, le mettre dans le process d'automatisation et les machines vont se créer toutes seules, installer tel ou tel type d'application qui aura besoin toute seule aussi en 30 minutes sans qu'il y ait d'intervention humaine ou manuelle à faire à chaque fois sur j'ai créé telle machine virtuelle, je vais installer à la main manuellement mon application, etc. Et c'est surtout sur ça dans lequel on travaille. Et comme on travaille dans un modèle DevOps, où c'est de l'intégration et du développement en continu, en fait, du coup, on essaye de pousser, faire des modifications sur l'infrastructure de façon quotidienne quasiment, sauf sur des périodes comme celle-là où on est un peu restreint, mais si... Tu fais référence à ce qu'on a dit en off, en fait, ouais. parce qu'on est à la période de Noël, au moment où on fait ça, on est une semaine avant Noël, donc ouais.
Tu as dit c'était comment ça s'appelait, un operation? On est en freeze du coup, parce qu'en français je crois que ça s'appelle la trêve des confiseurs. Pas de base. J'aurais dit trêve hivernale, mais c'est C'est la trêve hivernale, on peut l'appeler comme ça. Ouais. Opérateur. Sinon, opérateur, on disait qu'il y avait souvent un freeze opérationnel où en général. On fait pas de changement pour pas qu'il y ait des gens qui reviennent à la Noël, sinon on énerverait trop de gens. Et en général, c'est récurrent dans l'industrie aussi. Il y a plein d'acteurs aussi qui font ce freeze. Ah oui, je l'ai vu dans toutes les entreprises où j'étais. Une semaine avant, on arrête de faire des changements critiques. Juste les gars, on fait ça la première semaine de janvier. Ça permet de limiter le risque d'avoir un incident provoqué par un changement malencontreux. Ouais. Mais on fait surtout c'est du monitoring et c'est vraiment de la gestion d'incidents si jamais il y en a. Et ouais. Mais l'automatisation, ça permet au maximum d'éviter des erreurs humaines de configuration ou comme ça aussi. Et donc ça, c'est l'outil que tu fais, c'est avec du Python typiquement, parce que c'est du Python qui va lancer les commandes dans les... Nous, ce qu'on utilise pour le réseau, c'est avec Ansible. Comment tu dis? Ansible, A-N-S-I-B-L-E. Ok. Et c'est un outil qui est très utilisé dans l'ingénierie réseau maintenant parce qu'ils sont capables de générer des éléments de configuration pour les constructeurs les plus connus, tels que Cisco, Juniper, Arista, etc. Et c'est avec ça, c'est ce type d'outil qu'on utilise, par exemple, pour générer nos configurations et les envoyer après derrière sur les équipements. Et c'est facile à utiliser, c'est assez facile. La première configuration n'est pas forcément évidente, mais après au quotidien c'est assez facile. Une fois que on a compris, après on utilise du Jinja qui est aussi soit un peu un dérivé de Python aussi ou d'autres langages un peu plus connus. Mais j'étais pas très très fort en programmation quand j'ai fait mes études. Ouais. Mais là j'essaie d'en apprendre un peu plus et de me former là-dessus. Pour faciliter mon travail. Je comprends, c'est pareil. J'étais pas un fou en codage en sortant, mais par contre, plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est vachement bien et ça fait gagner tellement de temps que c'est ça. C'est cool. Est-ce que tu aurais une dernière chose dont tu aimerais parler sur ton travail qui pourrait être intéressante à savoir pour des jeunes qui hésitent à se lancer dans le domaine? Peut-être des choses que tu fais qui sont vraiment cool, dont tu n'as pas encore eu l'occasion de parler, ou même une anecdote sympa d'un truc qui t'est arrivé au travail et qui t'a marqué? Moi, ce qui m'a vraiment aidé aussi, c'est mes relations professionnelles que j'ai eues et ce qui m'a aidé dans mon parcours pour en arriver jusqu'ici. Donc, je pense que c'est de développer son réseau professionnel. C'est un des plus grands conseils que je puisse donner, je pense. Si on est à la recherche de travail, toujours en général des forums ou des salons d'entreprise. Récemment, je suis allé dans une conférence qui était donnée à Sydney. Et il y avait beaucoup de recruteurs. Je pensais que ça allait parler très technique, mais il y avait énormément de recruteurs sur chaque stand. Et je me suis dit, il y avait vraiment beaucoup de travail à donner et d'opportunités à prendre si on est à la recherche de travail. Ne pas hésiter à poser des questions aussi sur ce que vous voulez faire ou ce qui vous intéresse. Et je pense que construire son réseau, c'est vraiment très bien. Et avoir un LinkedIn relativement à jour aussi. Le nombre de personnes qui ne mettent pas leur LinkedIn à jour, parce que LinkedIn, c'est pas seulement utile pour postuler à un travail quand on en veut un, mais c'est aussi se faire recruter, pas forcément au tout début quand on est étudiant, mais 2-3 ans après. Je sais que j'ai été recruté comme ça une fois. C'est vrai que moi, mon parcours LinkedIn n'a pas beaucoup changé parce que ça fait quand même plus de 12 ans que je suis dans la même entreprise presque, mais je me fais toujours solliciter régulièrement en fonction des périodes par des recruteurs. Mais ça change pas, tu as quand même mis du contenu dedans, tu as mis ce que tu faisais comme mission, type de... c'est ça. Après, j'ai essayé de détailler le type de mission que je faisais à chaque fois, mais ça te permet aussi de donner des mots-clés pour les recruteurs si jamais ils cherchent à me contacter. Mais c'est vrai que je ne fais pas énormément de posts par contre. Je ne cherche pas non plus à spécialement élargir plus mon réseau actuellement. Mais moi, je vois des copains qui fonctionnent beaucoup à ça et ils font beaucoup de posts pour promouvoir soit leur entreprise, soit eux-mêmes. Et je trouve que c'est assez intéressant pour pouvoir se faire connaître après dans le milieu. Parce que après, surtout dans le milieu, moi j'ai toujours su que dans le milieu des réseaux et télécoms, c'était un milieu qui était assez petit, où tout le monde se connaissait un petit peu.
Ce qui m'avait impressionné, c'est qu'on me disait au début, tout le monde se tutoie dans les télécoms, tu verras, et c'était vraiment le cas quand j'ai commencé à travailler en faisant du câblage, puis chez Numéricable, et c'était vraiment très intéressant. Tu dis que c'est un petit milieu, que tout le monde se tutoie et que pourtant eux ils font des posts. Est-ce que tu trouves que c'est vraiment utile de faire des posts justement si le milieu est si petit que ça et au final quand tu fais du bon travail ça se sait aussi? Ouais, ça se sait aussi, mais ça, je pense que ça permet aussi de communiquer sur son travail qui est bien de façon plus générale et peut-être d'essayer de vulgariser peut-être un petit peu le domaine par rapport à d'autres métiers ou par exemple si c'est plus vers du sales ou machin, des personnes qui seraient peut-être plus à même à travailler dans le domaine qui pourraient essayer de se renseigner après sur tel ou tel sujet technique. Ouais, sur ça je suis d'accord. Dès que dans ton milieu clos, tout le monde se connaît, mais dès que tu veux faire par exemple de la vente pour des gens, ou bien même comme tu dis vulgariser pour des gens qui sont un peu moins techniques mais qui potentiellement peuvent être des leads, et c'est surtout pour les gens qui font justement de la vente, qui vont proposer leurs services, qui veulent se positionner sur des postes plus de business development, de commercial manager, de sales tout court ou même du directeur de petite boîte, il faut à un moment donné trouver des personnes qui ont besoin du travail. C'est ça, ouais. Perso, je dois t'avouer que je dis aux jeunes en général, ça ne sert pas à grand chose de poster sur LinkedIn. Ouais. Quand tu as moins. Tu peux si tu as envie de le faire, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gourous de LinkedIn qui mettent comme quelque chose à faire absolument. Ouais. J'ai pas posté une seule fois sur LinkedIn, enfin j'ai posté 3 fois sur LinkedIn en 9 ans. Pourtant, tu as des recruteurs qui vont me contacter, mais ils me contactent pas pour mes posts, mais pour le profil qui est rempli, c'est ça. avec les bons mots-clés comme tu disais. Tu mets bien tes expériences, les bonnes entreprises, quelques mots-clés, quelques compétences. Et là, ils viennent vers toi et là, tu réponds. Et en général, ça, je trouve ça vraiment utile. Les posts, c'est bien pour faire de la vente, mais pas forcément pour se faire contacter par des recruteurs. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, j'ai quasiment jamais posté par des reposts aussi de mon entreprise que je trouve intéressant ou des sujets techniques que j'aimais bien. Mais c'est vrai que je vois aussi quel type de posts tu veux parler, qui sont très orientés LinkedIn, un peu bullshit. Hier, j'ai vu un candidat à un entretien, il arrive en retard, mais en fait, c'est qu'il a aidé un chien. C'est exactement le poste que je déteste. Mais quelle valeur humaine! Alors on l'a pris tout de suite, on lui a donné 2 fois le salaire. Bon les gars, c'est du mytho. Hein. Ouais. Vraiment, ça marche pas comme ça. C'est pas ça la vie. T'es en retard, tu te fais. Tu chopes pas trop le poste. Non. C'est ça. Tu peux toujours les recontacter, mais ouais, c'est. Donc ça, je fais pas trop non plus ce genre de poste, mais je comprends qu'il y en a qui se jouent là-dessus. Et est-ce que tu aurais un dernier conseil justement à un jeune qui aimerait se lancer, parce que si quelqu'un est là à ce moment-là de la vidéo, on est à 50 minutes sur une vidéo sur du network engineering, c'est que la personne est intéressée dans ce que tu as fait, ça lui a plu. Est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui pourrait être en train de se lancer dans ce parcours-là ou un retour d'expérience que tu aurais aimé avoir au début quand tu as commencé? Je dirais de rester curieux sur le sujet parce que c'est vraiment l'ingénierie réseau, ça continue d'évoluer tout le temps en fait. Et il y a toujours des nouveaux produits, des nouveaux protocoles, des nouvelles méthodes, des nouvelles architectures. Et c'est pour ça que j'adore ce métier, parce que j'en apprends tous les jours, tout le temps. Et c'est principalement le conseil que je dirais, si ça vous intéresse vraiment. C'est un métier qui est en constante évolution et qui a toujours des nouvelles technologies à apprendre. Donc c'est un métier qui continue de grandir. Ouais. Où il y a toujours des optimisations de plus en plus. C'est pour ça qu'à chaque fois, on a de plus en plus de débit et de bandes passantes sur les forfaits data, etc. C'est que vraiment, la technologie évolue tout le temps aussi. Mais même au niveau physique, la fibre est capable de passer de plus en plus de données, etc. Il y a toujours de la recherche sur tel ou tel sujet pour optimiser la consommation, etc. Un métier d'avenir, il faut rester curieux et continuer à apprendre. Ouais. Écoute, sur ces bons mots, Charles, je te remercie d'être venu, de m'avoir invité plutôt ici dans vos locaux et d'avoir pris le temps de partager ça avec tout le monde. C'était cool, merci beaucoup. Et pour une autre discussion d'ingénieurs passionnante, je te recommande celle avec Johan, qui est Product Manager chez Google. Il a notamment une manière originale et super smart de présenter ses projets à son management et je te recommande au moins d'écouter ça. Allez, je t'y retrouve. Ça s'affiche à l'écran.